Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après le chemin de fer le mois dernier, ce 25e numéro des Affaires de la Cité fait un zoom sur la jeunesse sénégalaise. Plus de 55% de notre population a moins de 20 ans. Est-il encore besoin de rappeler l'importance de la jeunesse dans un pays à la recherche de l'émergence? En revanche, des questions plus légitimes se posent. La jeunesse est-elle sur de bons rails? Est-elle vraiment saine, bien ou mal informée? Est-elle employable? A-t-elle de l'emploi? Des atouts, elle en a, des handicaps aussi. Commis à la tâche pour répondre à ces interrogations, un jeune ministre qui occupe le portefeuille de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne. Mame Mbaye Niang, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout de suite, vos ports et traits devant ce public qui va vous interroger tout à l'heure. Pas facile d'être fils d'imam. Vous allez le voir dans ce portrait de Dieynaba Seydou. Les images sont de Ibou Cissé. Je lui dis toujours que tu t'es arrangé pour t'approcher, pour que ton nom s'approche du mien, pour bénéficier de ma notoriété. La notoriété du père suit le fils malgré lui. Un père fier de son aîné, né d'un premier mariage avec une Marocaine. Mais ce n'est pas encore le moment de laisser exploser les sentiments. Il y a une sorte d'inquiétude parfois qui m'habite. Quand je le regarde, je l'aurai quand il aura fini sa mission et que les gens le jugeront positivement. Il me surprend agréablement. Il pose des actes. En réalisant de bonnes choses. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu ne cherches pas l'argent, tu ne cherches pas la notoriété, tu ne cherches pas autre chose. Ce qui doit t'occuper, c'est d'avoir de bons résultats. Le ministre de la Jeunesse, à première vue, est décrit par beaucoup comme un homme suffisant, imbu de sa personne. Mais ses proches disent tout autre. En fait, Mame Mbaye Niang est un grand timide. Il n'est pas autant. On peut ne pas le comprendre par moment. Ce qui ne se dégage pas sur son visage, c'est que par moment, il est un peu timide, mais il ne le montre pas. C'est un garçon bien élevé, bien éduqué, il n'est pas un enfant de cœur, loin de là. Ce n'est pas le saint des saints, mais il n'est pas hautain, il est tout sauf hautain. Il est très poli. Il a sa personnalité, il est un peu réactionnaire, il suffit de le toucher pour qu'il réagisse. Un comportement peut être dû à une éducation parentale très dure. Ça ne rigolait pas chez Imam Mbaye Niang. L'éducation était stricte et sévère, et aujourd'hui, pas de regret. J'étais très dur, moi, parce que comme j'ai dit, il faut m'en vouloir. Si papa avait le bâton, la carotte, c'était du côté de Tata. Voici celle qui a couvé Mame Mbaye Niang sous son aile protectrice, la femme de son père, une vraie mère pour lui. Et cette dernière lui voue un amour incommensurable. mënuma wax ci moom dara nit ku sori la ci man nit ku
sori la ci man torop sax daanaka man maguma ko lu bari 14 ans laa ko magi kon daanaka sama borom la waaw ñoo defandoo lépp man ak moom laa njëkk a gis comme doom waaw njëkk a gis comme doom te fu nekk taxawu na ma fa bale ak fobeere sax defal na ma ko wallaahi lazim togg sax defal na ma ko aw ma jàng mu togg laax ñëw jox ma te boobu 13 ans la am daf ma jege te ñi ma xam ko xam nañu sama diggante ak moom yaayam sax daf may wax ne man juruma ko yow yaa ko jur su ma fóotee sama ay rido moom moo koy takk lépp defal na ma ko loo xam ne doom yi ma sukk jur ñu ngi ji ma dégg defaluñ ma ko barke alquran defal nit ku sori la ci man fi ma teg sori na waaye wallaahi fi ma ko teg ma ko ëpp mënu ma ko fay ma koy bàyyi ak yàlla. Mame Mbaye Niang, brouillon, désordonné comme beaucoup de jeunes, mais en lui existe un défaut qui est loin de plaire à ses parents et proches. Notre ministre de la Jeunesse voit toujours les choses en grand. Ses projets ou autres ambitions démesurées font quelquefois peur. Il est plus optimiste que réaliste. De temps en temps, on se prend un peu la tête parce qu'il arrive qu'on lui tire un peu les oreilles pour mettre un peu de dose de réalisme dans son optimisme. Il est un peu trop optimiste. En fait, il sait où il va. Il sait où il va, il sait là où il met les pieds. C'est quelqu'un de très engagé, très combatif, mais par moments un peu trop optimiste. Il est de nature à se mettre en confiance pour peu. Il est un peu candide, il est un peu trop naïf. Il suffit de le connaître, de discuter avec lui pour que lui, il te prenne justement, il te prenne pour un ami et sans limite, il partage tout avec toi. Le ministre de la Jeunesse croque la vie à pleines dents. Il est open et vit avec son temps. Il n'a pas suivi l'islam radical de son père, mais reste un musulman ancré dans la religion. C'est un conservateur de nos valeurs et coutumes, il ne s'en cache pas. Et c'est cette éducation que le patron des jeunesses de la PR veut inculquer à ses 3 enfants. Mame Mbaye Niang, un jeune qui donne plus que son âge, le Benjamin du gouvernement va fêter son anniversaire fin septembre et il aura 39 ans. Joyeux anniversaire déjà, monsieur le ministre. Merci Mamadou, merci. Bon, c'est anticipé, bon, mais merci quand même, merci. Votre portrait, on a entendu le papa, Mame Mbaye Niang, que tout le monde connaît, dur un peu dans l'éducation, non? Ah oui, très dur. Très dur. Lorsque je compare, moi, ce que j'ai vécu avec lui, peut-être qu'il était jeune, et que je transpose ça à mes petits frères, je leur dis souvent que vous n'êtes pas chanceux, parce que il n'a pas imprimé en vous cette droiture qu'il a incarnée dans le temps. Ils ont plus de liberté, ils ont plus de privilèges. Mais je pense que c'est leur temps, c'est leur situation. Il a pris de l'âge, il ne peut plus être au petit soin. Est-ce que le petit soin, non, il ne peut plus imprimer cette rigueur. Voilà, à peu près c'est ça, oui. J'imagine. Oui. Mais je pense qu'il a compensé par beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues. C'est quelqu'un qui croit à l'apprentissage dans l'épreuve. Il a tendance à leur parler de son vécu, de mon vécu. Il m'impose de leur parler, peut-être un peu pour compenser cette baisse de la pression. Alors, vous êtes aujourd'hui ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, un papa qui vous a éduqué certainement dans ce sens. Une tante aussi qui fait un témoignage assez poignant, disant que vous faisiez même de petits travaux pour elle. Vous avez lancé il y a quelques semaines les vacances citoyennes en faisant le tour des régions avec plus d'1 millier de jeunes. Ces tâches que vous avez apprises à la maison, est-ce que vous réussissez à les transposer au niveau de votre département? Moi, merci Mamadou, mais je pense que c'est tout le fondement de notre discours, ce retour aux valeurs. Il m'arrive de temps en temps de comparer
le Sénégal il y a 10 ans, le Sénégal il y a 5 ans et le Sénégal d'aujourd'hui. Je pense que c'est tout le sens que le président de la République a donné à ce ministère Construction citoyenne. Je pense qu'il accorde beaucoup d'importance à cette restauration des valeurs. Parce qu'il a eu à le manifester, à le dire même, je dirais, dans plusieurs de ses discours. Nous avons partagé des moments où ce n'était pas encore le président de la République, mais il avait tendance à nous demander de réorienter les gens, les jeunes Sénégalais, vers nos propres valeurs, qui correspondent avec ces valeurs républicaines et ces valeurs civiques. Que répondez-vous justement quand on vous dit que la jeunesse sénégalaise est malsaine, fort vous de votre propre éducation? Oui, bon, en fait, la jeunesse sénégalaise est malsaine. C'était une phrase qui, je me rappelle, c'était en 88. J'étais encore, je venais tout juste de finir ma 6e. Je pense que c'était par rapport à une situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, malgré qu'il y ait beaucoup de dérives, il y a encore des jeunes qui sont ancrés dans ces valeurs-là. Il y a encore des jeunes qui croient à la réussite de façon honnête et conformément à nos valeurs culturelles, religieuses et républicaines. Et puis votre ami qui dit dans le portrait, je vais finir par là avant de regarder un autre sujet, que vous êtes réactionnaire. Vous auriez réagi au jet de pierre de certains jeunes dernièrement à Diana Malari? Vous leur avez rendu leur pierre ou leur avez rendu? Non, en réalité, on ne nous a pas jeté des pierres, conformément à la réalité. Le gouverneur nous a averti 1 heure de temps avant d'arriver à ce stade. Traversant ce village, nous avons vu des pneus qui brûlaient à côté de la route parce que la gendarmerie avait fini d'arrêter ces jeunes qui avaient forcé le préfet, qu'ils avaient forcé l'interdiction du préfet. En tant que responsable jeune et en pleine caravane citoyenne, je me suis senti obligé de m'arrêter et de m'acquérir de la situation parce que j'avais en face, à côté, des jeunes qui étaient dans des fourgons de police au nombre de 5 dans 2 véhicules. Je me suis arrêté, j'ai demandé au commandant de brigade, il m'a expliqué, le maire est venu, on s'est expliqué. Quand ils m'ont signifié qu'ils ont violé l'interdiction de l'arrêté préfectoral, là j'ai dit aux jeunes que moi je ne peux plus intervenir parce que moi je dois vous apprendre à respecter l'administration. Donc sur ce, vous allez subir la loi et on est parti. Donc à aucun moment mon cortège n'a été arrêté. Il n'y a pas eu de jet de pierre? Il n'y a pas eu de jet de pierre, c'est ça la réalité. Bon, est-ce que je suis réactionnaire? Non, en fait, j'agis, c'est vrai. Il m'est très difficile d'accepter des coups et de ne pas en donner. Comme on dit en Wolof. Bon, en fait, c'est dû au fait que je ne provoque jamais et je ne m'engage jamais dans le sens de nuire à quelqu'un de façon arbitraire ou de façon volontaire. C'est ça mon éducation. Et les religieuses, ça se base sur la darara ou la dirara. Ne fais pas de mal, mais n'accepte pas à ce qu'on te fasse du mal aussi. Très bien. Une jeunesse malsaine, un bout de phrase sorti de la bouche d'un président de la République en colère, c'était en 1988, en pleine campagne électorale, à Thiès, la ville rebelle. Le président socialiste Abdou Diouf, candidat à sa propre succession, n'avait pas apprécié que des jeunes opposants surexcités se livrèrent à des jets de pierre contre son cortège. 27 ans après, l'histoire semble se répéter. Autour du président actuel Macky Sall de recevoir sa part de cailloux, on le dira ainsi. C'était le 31 juillet dernier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi les jeunes, certains en tout cas, manifestent ainsi leur mécontentement contre les gouvernants, parfois jusqu'au plus haut sommet de l'État, à tort ou à raison? Plusieurs générations se prononcent dans le dossier de Boubacar Kambeldien. Les images de Demba Ndao, Ibou Cissé. Des
cas d'incivisme, de manque de patriotisme et d'engagement citoyen sont quotidiennement notés dans notre pays. Le plus clair du temps, ce sont les jeunes qui sont embarqués dans cette voie, qui hélas n'est pas la meilleure. Un taximan qui est passé au niveau d'un pont où passent les piétons. Donc cet acte-là ne peut pas être considéré comme un acte sain de la part de la jeunesse parce que la plupart des taximans sont des jeunes. Ce qui s'est passé à l'université, en fait, c'est des actes qui poussent les gens à dire que bon, la jeunesse est malsaine. Parce que comment on peut concevoir que des étudiants qui se trouvent dans le temple du savoir puissent commettre de tels actes? Ces mauvaises conduites ne sont pas celles d'une jeunesse saine. Mais alors, pas du tout. Oui, je pense que c'est une jeunesse, je vais dire entre guillemets, malsaine. Mais bon, comme on dit souvent aussi, c'est une pomme de terre pourrie qui va gâcher tout un sac. En réalité, il s'agit d'une perte des valeurs généralisées pour notre jeunesse. Mais celle-ci est à l'image de la société sénégalaise, des sociétés du monde en général et africaines en particulier. Déjà parce que les leaders sont les mêmes, ils n'écoutent pas assez les jeunes. Ils pensent que c'est leur opinion, rien que leur opinion. Et les jeunes se sentent toujours opprimés, se sentent enfermés, veulent s'exprimer et font tout le temps des dégâts. Mais il n'y a pas que la jeunesse qui est responsable. L'État, la famille, les mouvements associatifs, tous sont au banc des accusés. En tant qu'éducateur, je ne peux pas utiliser ce terme. Nous avons une jeunesse qui est mal encadrée, une jeunesse qui est livrée à elle-même, une jeunesse qu'on ne suit plus. Et moi, en tant qu'éducateur, je me dis qu'on doit se regarder dans une glace de temps en temps et dire où est-ce que notre mission a été détournée, où est-ce qu'on a failli. Nous sommes dans une société qui connaît un certain nombre de mutations, un certain nombre de chocs, un certain nombre d'éléments qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur aussi, qui sont de nature à créer des métamorphoses plus ou moins profondes. Elle n'a jamais été malsaine. Et partons de 1988. De 1988 à 2015, combien de jeunes ont réussi dans leurs études? Combien de jeunes ont réussi dans leur entreprise? Combien de jeunes nous ont valu honneur et fierté depuis 1988? Il faut éviter la caractérisation et la généralisation d'une critique. Ce que les jeunes ont fait à Thiès était malsain, mais ce n'était pas la jeunesse qui était malsaine. Ces jeunes-là sont des victimes. Moi, j'ai dit, je suis médecin. Quand on faisait la loi contre la drogue, j'ai dit attention. Pour un juriste, le drogué, c'est un délinquant. Mais pour un médecin, le drogué, c'est un malade. Je crois qu'aujourd'hui, la famille a plus ou moins démissionné. Ceux-là qui devaient être là, le père, la mère, l'oncle, le grand-père, etc., qui devaient être là pour accompagner les enfants, cet accompagnement est devenu de moins en moins important. C'est la génération de Boulfalé, d'Aragraoul. On parle du système LMD. J'ai bien entendu, ça m'a amusé. Les gens disent LMD, c'est maintenant lutte, musique, danse, que ce soit licence, master, doctorat. Avant de construire un pays, il faut d'abord fabriquer des hommes. Bref, pour contextualiser, on parle de Sénégal émergent. Mais comme disait l'autre, il faut commencer par le Sénégalais émergent. Le président de la République, M. Macky Sall, accorde une grande importance à la vulgarisation du concept du civisme. Parce que pour lui, la promotion des valeurs civiques est une parade pour lutter contre ce fléau. Il n'y a qu'une seule solution, définir des politiques de jeunesse efficaces, cohérentes et intelligentes. C'est pour ça, à côté de l'éducation formelle qu'est l'école, l'éducation informelle qu'est la maison, l'entourage de l'enfant, l'UNESCO a mis en place ce que nous, Big Seven, nous avons appelé l'éducation non formelle. C'est le jeune lui-même qui s'engage à vouloir volontairement devenir un citoyen à part entière, un citoyen du monde. Le retour du service militaire obligatoire peut aussi être un remède efficace à ce fléau. Sur cette question, on a beaucoup réfléchi avec le président Abdou Diouf. C'était également un axe important des politiques de jeunesse. Mais le problème revenait toujours des moyens. Si l'armée, si on n'applique pas la conscription obligatoire, c'est parce que ça pose des moyens financiers énormes. Une jeunesse saine est une jeunesse qui comprend que liberté va de pair avec responsabilité. Et pour réussir ce pari, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Faire en sorte que
on rend notre jeunesse autonome, solidaire, responsable et engagée. Voilà notre rôle et c'est à nous de le faire. Alors, autour de ce bout de phrase du président Diouf, jeunesse malsaine, ceux de jeunesse malsaine, oui. Il y a eu la réaction de plusieurs générations, des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes dans ce dossier. Quel est l'argument qui a le plus emporté votre adhésion? Oui, ce qui est constant, Mamadou, c'est que nous constatons une dégradation des valeurs et des mœurs. Et ça ne choque pas beaucoup de gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous assistons à un Sénégal où pratiquement ce qui était prohibé, ce qui pouvait constituer une honte familiale dans le quartier, dans la région, voire même nationale, est devenu chose très banale. Je prends l'exemple, il y a de cela 10 ans, quand la police vous convoquait et qu'on vous accusait de vol, vous constituez la malédiction dans votre famille. Et votre propre mère ne pouvait même plus sortir. Aujourd'hui, nous assistons à des gens qui assument ces délits-là avec fierté et en public et ça ne dérange personne. Donc, moi je pense que nous sommes arrivés à un stade où soit on redresse notre jeunesse, on redresse notre société, soit on accepte de tomber dans cette mondialisation où l'ensemble des valeurs sont aplaties. Il y a l'unité de mesure où la dignité d'une personne n'est plus mesurée en fonction du travail, de la rigueur, de la bonté, de l'honnêteté, mais l'unité de mesure va demeurer l'argent, que ça soit bien acquis ou mal acquis. Soit on accepte de rectifier cette génération-là et l'assumer. Parce que qui parle de rectifier ou de redresser, ça ne peut se faire que dans la douleur. Soit on assume de le faire, soit on accepte que notre société va vers l'extinction comme l'ensemble des autres sociétés où c'est le mondialisme, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. En fait, on tend vers le libertinage à ce rythme-là. Et je pense que nous avons intérêt à le faire. Je rappelle souvent que moi, je ne me rappelle pas si le président de la République a eu à le dire en privé, en public, mais moi j'ai pour habitude de l'entendre dire, si nous avons une croissance à 2 chiffres qui ne s'adosse pas sur nos propres valeurs, ça équivaut à 0. Donc je pense qu'on devrait prendre nos responsabilités, créer encore ce phasage entre le monde actuel et nos réalités. Très bien. Le public, il est là justement pour participer en posant des questions ou en faisant des contributions, mais je donnerai la parole d'abord aux étudiants. Allez-y, Zalé. Merci. Je ne vous demanderai pas si vous faites partie des jeteurs de pierre, sinon on viendra vous prendre. Ah. Mais comment, après le recul, comment avez-vous vécu en tant qu'étudiant cette journée-là de jet de pierre contre le cortège du président Macky Sall? Merci, M. Khan. Ouais. Je vais saluer M. le ministre. Merci. De même que toute l'assistance et les camarades étudiants qui sont là. Par rapport à la journée du 31, comme beaucoup de Sénégalais l'ont constaté, ça a été une situation que toute l'université, que tout le Sénégal a déploré. Parce que je pense que le président de la République, c'est une institution, c'est le premier des Sénégalais, donc on ne pourrait avoir que honneur et respect à son égard. C'est bien fait pour vos camarades qui sont arrêtés et qui sont toujours gardés au jour d'aujourd'hui? Non, je ne dirais pas que c'est bien fait pour les camarades qui ont été arrêtés. Parce que jusqu'à présent, ils sont présumés innocents. Parce que leur culpabilité n'est pas encore établie. Très bien. Moi, je suis étudiant en droit. Donc, on ne déclare pas une personne coupable tant que le juge ne l'a pas encore déclaré. Donc, par rapport à cela, nous, l'université, dans sa globalité, déplore cette situation de fait. Et nous aussi, nous profitons de cette occasion pour demander pardon au chef de l'État. Parce que je pense que même s'ils sont des étudiants qui l'ont fait, je pense qu'ils regrettent cet acte. Parce que peut-être les gens n'avaient pas mesuré la portée de cet acte qu'ils l'ont fait. Mais je pense que même si c'est les véritables personnes qui l'avaient fait, si ces personnes sont arrêtées ou qu'elles sont ailleurs, je pense qu'elles sont en train de regretter cette chose. Vous allez aller voir vos camarades?
Oui, bon, oui. C'est une question piège. Question qui coule de source, disons. Non, c'est une question piège. Très bien. Je ne sais pas qui a lancé ou qui n'a pas lancé. Très bien. Mais tout ce que je sais est que ce n'était pas normal de lancer des pierres au président de la République. Une ou deux questions à monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, bon, les deux petites questions que je vais poser, je voudrais savoir quels sont les projets que vous avez pour la jeunesse sénégalaise. Parce que vous parlez tout le temps de civisme. Et aussi, on a constaté un problème au Sénégal. Le problème du Sénégal, à mon humble avis, c'est un problème de civisme. Tous les problèmes combinés se retrouvent à un problème de civisme. On parle très souvent de détournement des biens publics. Je pense que c'est un problème de civisme. Si le Sénégalais reçoit une bonne éducation, d'abord chez lui, ensuite à l'école, au collège et à l'université, donc je pense qu'il doit être un bon produit qui aura une certaine retenue par rapport au fonctionnement et par rapport à son comportement dans la société. Il y a un exemple que les gens citent très souvent, les incidents de l'université. Je pense que si les personnes qui ont commis cet acte avaient reçu la bonne éducation, je pense qu'ils n'allaient pas le faire. Un autre exemple, le taximan qui est passé sur le passage piéton et qui a défrayé la chronique, je pense que si cette personne avait reçu une bonne éducation, que ce soit à l'école, que ce soit au Dara, que ce soit à l'université ou ailleurs, je pense que ce problème ne se poserait pas. Je voudrais savoir aussi quelles sont les stratégies que vous allez établir pour permettre de rétablir les valeurs civiques. Parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous avez évoqué cela. On a constaté maintenant une tendance à reconnaître, à accepter certaines pratiques qui étaient bannies il y a des années de cela. Je vous remercie. Votre camarade Ndem, à côté de vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Ndem Dien, étudiant en master d'aménagement du territoire, décentralisation et développement local, responsable étudiant à la faculté de lettres et sciences humaines. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette rencontre et je salue aussi de passage le ministre de la Jeunesse, notre ministre. L'intervention d'abord par rapport à cette question qui s'est produite, ces événements qui sont produits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec l'arrivée du président de la République, son Excellence Macky Sall, que nous déplorons nous tous en tant que citoyens, en tant que Sénégalais, parce que c'est le chef suprême des armées, c'est notre président, c'est une institution. Ne serait-ce que par ce fait-là, quand même, ces incidents ne devraient pas se produire ce jour-là. Et que sa venue avait fait avant l'objet d'un consensus pour un bon nombre d'étudiants, pour qu'ils puissent venir à l'université, c'était pour inaugurer des pavillons ou bien poser des pierres pour des travaux qui devraient se tenir au niveau des facultés. Jour J, il y a d'autres problèmes qui se sont posés. Parce qu'il faut savoir que les étudiants qui sont à l'université ont la tranche d'âge qui tourne entre 20 et 30 ans. C'est des Sénégalais qui ont reçu une formation, une éducation, 16 ans avant d'arriver à l'université. Donc ce n'est pas à partir de cette étape qu'on peut les éduquer ou qu'on peut les donner une autre orientation. Donc s'il y a un problème réel qui se pose à l'université au niveau des étudiants, donc c'est un problème qui se pose au niveau national, c'est la société sénégalaise, mais ce n'est pas une question spécifique à l'étudiant. Parce que la personne qu'on envoie à un lieu à 20 ans vers 30 ans, entre 20 ans et 30 ans, cette personne ne peut plus recevoir une autre éducation qu'il n'a reçue que chez lui. Elle est déjà majeure et vaccinée. Majeure et vaccinée. Donc tout ce qu'il a fait, c'est une responsabilité. Il y avait un problème de paiement des bourses des étudiants en Master 1 avant l'arrivée du président. Il y avait un problème avec la question de Bassirou Faye, que des gens se sont regroupés. Oui, l'étudiant. Il y avait un autre problème interne aux facultés, du fait que par rapport à l'accueil, des moyens ont été donnés, mais aux leaders, et certains étudiants n'ont pas été impliqués, ça a amené quelques frustrations. Donc, à mon humble avis, c'est l'ensemble de ces problèmes réunis qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé et qui ne devrait pas se passer. Le fait que des étudiants ont été arrêtés, parce que moi, quelle que soit la responsabilité quand même, la place de l'étudiant, c'est ailleurs qu'en prison. Je vous nomme Youssou Barendia, qui est un étudiant que je connais bien, qui est de la faculté des sciences juridiques et politiques, avec qui on a mené un combat pour les réformes universitaires, qui était porteur des réformes et signataire de ces réformes universitaires, donc qui a une grande liste à sa faculté et qui a défendu ses étudiants. Donc en aucun cas, l'orientation qu'on a donnée à ces événements, ce n'est pas politique. Personne ne peut politiser l'université. Aucun parti ne peut maîtriser ou contrôler les étudiants.
Donc quand même que le travail que la même police devrait si faire... les étudiants peuvent appartenir à des partis politiques. Effectivement, moi j'appartiens à un parti politique. Votre parti s'appelle comment? C'est le PDS. Je suis un étudiant, je ne suis pas membre du MEL, mais je suis un étudiant du PDS. Étudiant opposant. Bon, étudiant, ouais, mais je m'identifie plus en tant qu'un syndicaliste qui défend les intérêts des étudiants à l'université. Si je fais la politique, je le fais ailleurs en dehors de l'université. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Mais quand même, parce que s'ils ont été arrêtés à partir des déclarations, ces étudiants-là, alors qu'à la veille, ce sont les étudiants de Fatick qui ont fait en premier lieu une conférence de presse. Eux, ils en ont fait. Même s'ils avaient l'intention, ils ne pouvaient pas le faire. Personne ne peut manipuler ces étudiants. Je suis désolé là-dessus. Mais quand même, je lance un appel au chef de l'État, le président de la République, parce que c'est lui, le chef de l'État, c'est lui qui est à la tête de cette nation. Que ce sont des jeunes, ils habitent dans des villages, il y a l'espoir de toute une famille qui sont portés sur leur personne, même s'ils ont commis des erreurs quand même, qu'on leur demande qu'ils leur accordent leur grâce, comme qu'ils puissent quand même les pardonner. Maintenant, j'ai deux questions à poser à M. le ministre. La première question, c'est par rapport à la restauration des valeurs que j'apprécie beaucoup. Je vous ai suivi à un débat télévisé à la TFM ici. C'était avec vous un élément de Y'en a marre. Vous étiez 3, je pense. À l'époque, vous avez dit que vous étiez le responsable, le commanditaire des actes qui se sont produits la nuit du 27 juin 2012. Vous n'étiez pas encore au pouvoir, vous étiez à l'opposition en tant que jeune. Les fameuses émeutes de l'électricité. Oui. C'est ça, non? Oui. C'est ça. Moi, je l'ai suivi. Personnellement, je l'ai suivi. Lui, il a dit. Vous êtes aujourd'hui ministre de la République. Donc, par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui en tant que ministre de la République par rapport à ce qui s'est passé et avec les déclarations que vous avez eu à faire? L'autre question, c'est par rapport à l'insertion des jeunes. Parce que le problème de la jeunesse sénégalaise, c'est un problème d'insertion. Il y a des milliers de jeunes qui sont restés à l'université. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas sortir. Mais après leurs études, ils ne sont pas opérationnels. On ne peut pas former des littéraires en milliers, en former à l'université et leur demander de faire autre chose. On a une fabrique de chômeurs. Bien sûr. Donc, par rapport à ça, ça dit que l'insertion des masters professionnels, l'insertion des jeunes après leurs études à l'université, quelle est la politique du ministère de la Jeunesse par rapport à cette question? Très bien, merci Ndem. On reviendra au public tout à l'heure. Monsieur le ministre, réponse aux questions qui ont été posées. Merci Mamadou. Je vais commencer par Ndem et après peut-être, parce que il y a deux questions qui se ressemblent à savoir. Si vous me suivez très bien, vous devrez savoir que l'émission dont vous faites allusion ne s'est pas faite à TFM. Si vous me suivez très bien, vous ne diriez pas les propos que vous venez de dire. Je rapporte mes propos, je les confirme et j'en assume la responsabilité de ces déclarations. Ce que j'ai dit, je répondais à une interpellation de Fadel Barro suite à une question de la journaliste Maïmouna Ndour. C'était donc à 2S ou à Canal Info News? C'était à 2S. 2S, avec Maïmouna Ndour Faye. Oui, donc ce n'était pas ici, donc vous ne suivez pas bien. À la question à savoir, est-ce que Y'en a marre était le garant de notre démocratie parce que ayant été principal acteur de ce qui s'est passé, pas le 27, le 23 juin. Non. En fait, il y a des Sénégalais... Il y a eu le 23 juin, la manif devant l'Assemblée, et le 27, les émeutes de l'électricité. Voilà. Bon, mais dites-nous en résumé ce que vous aviez dit. C'est ce que je suis en train de... C'est ce que je suis en train de relater. C'est tout juste pour lui montrer les incohérences de votre déclaration. Vous parlez du 27, l'émission existe encore sur YouTube. Les Sénégalais qui regardent peuvent vérifier. Donc, on a parlé de la date du 23 juin. Les Sénégalais sont en train de regarder. J'ai dit à Fadel Barro, vous n'avez pas le droit de penser que, ou de capitaliser ces événements-là. Vous n'étiez pas les seuls acteurs. Les jeunes politiques ont été des acteurs plus déterminants que vous dans cette mobilisation contre ces forfaitures-là. C'est ça que j'ai dit. Si ce qui s'est passé le 23 juin
nous devons assumer une responsabilité. Je pense qu'il y a des images qui parlent encore. Il y a des images que certaines chaînes de télé continuent à diffuser. C'est bien moi qui étais accroché au niveau de ces grilles-là, le 23 juin. Et ça, je l'assume. C'est ça. Ce que Ndem veut dire simplement, pour vous aider d'avancer avancer un peu, c'est qu'il veut dire tout simplement que vous aviez eu une attitude quand vous étiez opposant. Aujourd'hui, vous êtes devenu ministre. Quel discours vous portez par rapport à la problématique du civisme, justement? Je dirais, à ces déclarations, moi, j'assume. Je crois à la liberté. Je suis de ceux qui se battent pour que les personnes et les individus dotés d'une intelligence aient la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont à dire et de défendre aussi leurs pensées ou leur façon de vivre, fût-il une minorité. Mais faisons-le conformément à la loi. Le 23 juin, je le dis encore, ce qui allait se faire, c'était une violation flagrante des droits sénégalaises. Et toute personne qui était imbue des principes républicains était d'or. Le débat dont il fait allusion, moi j'ai été acteur de ça et je n'accepterai jamais que Y'en a marre en porte la paternité. Parce que les jeunes politiques étaient acteurs. Et j'ai pas dit, j'ai cité des noms ce jour-là, Ndem, si vous avez suivi, vous qui me suivez très bien. J'ai dit Barthélémy Diaz, Mbaye Dione et moi, nous étions acteurs et j'étais témoin oculaire et auditif devant Dieu et les hommes. Donc vous n'avez pas bien suivi. Donc, quand on n'est pas d'accord, on a le droit. Mais soyons conformes à la loi. Je ne suis pas d'accord avec la déclaration des étudiants pour dire que le président de la République doit pardonner. Je le dis, je le répète, j'y crois profondément. On est arrivé à un stade où, si on ne règle pas deux choses, nous n'irons pas de l'avant et notre société tendra vers ce trou. Il n'y aura pas de pardon. Il ne doit pas y avoir de pardon. Vous préférez être prudent. Non. Vous ne parlez pas au nom du chef de l'État. Non, parce qu'au moment où je parle, parce que moi j'aime bien maîtriser ce dont je crois, les arguments que j'avance. Au moment où nous parlons, ces étudiants-là bénéficient d'une liberté provisoire. Vous qui n'êtes pas informés. Mais moi, mes positions personnelles et ma conviction est que la loi on doit appliquer la loi dans toute sa rigueur. Parce qu'il y a deux choses. Pour éduquer, une société ne change qu'en fonction de deux règles. La dissuasion et la volonté de ne pas se retrouver dans certaines situations, être gêné d'être confronté à des problèmes de contre-valeurs. Ce sentiment de gêne-là, qu'on appelle culture civique, doit exister. L'autre argument qui ne doit pas vaciller, c'est l'application de la loi. Aujourd'hui, ces étudiants-là, ils doivent être sanctionnés en fonction de ce qu'ils ont fait. Je ne parle pas de rumeurs, je parle de faits. Ce qui s'est passé à l'université est abominable. Le président de la République incarne la seule institution à incarnation humaine. Quand on parle du Parlement, on parle des députés. Quand on parle du gouvernement, qui n'est même pas... On parle des ministres. Quand on parle du Conseil économique, quand on parle du président de la République, c'est le premier des Sénégalais. Sa personnalité est sacrée dans la Constitution sénégalaise. Du point de vue religieux, on peut en discuter. Mais ce qui garantit notre stabilité, ce sont ces principes républicains. Ce qui garantit cette stabilité, c'est cette constitution-là. Bon, maintenant, si nous rentrons dans le masla sénégalais... un discours de circonstance. Non, j'y crois. Ça doit être le cas partout et à tout temps, n'est-ce pas? Mamadou, moi je viens de Kolda, où j'animais un forum, où on m'a fait part d'un jeune, je tairai le nom, qui est responsable de notre parti, qui refuse de payer le financement qu'il a eu du FONGIP. J'ai demandé à ce qu'on porte plainte au niveau du procureur pour le traduire en justice.
à titre d'exemple. Très bien. Nous en sommes arrivés à ce stade. Très bien. Soit on redresse la situation, soit on se laisse aller. Justement, je pense que le président de la République a été élu pour régler ces genres de problèmes. J'allais vous poser une question justement sur quelle est la politique que vous avez, la stratégie que vous avez pour faire la promotion du civisme aujourd'hui. Actuellement, nous sommes en train de rédiger la charte. Ce que vous appelez construction citoyenne. Oui, il y a une charte qui doit être élaborée et proposée au président de la République qui va décider si certaines parties qui vont être des projets de loi naturellement, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Même dans les pays qui sont supposés. Moi, récemment, j'étais à Montréal. J'étais avec un Sénégalais qui a brûlé le feu rouge, pas en voiture, mais en piéton. Automatiquement, après, il a payé une amende de $50. Il n'y a que deux choses. Soit la loi tape au niveau de la liberté, ou bien c'est le porte-monnaie qui est sanctionné. L'indiscipline, la non-citoyenneté doit être payante. Bon. Est-ce que dans votre stratégie, vous y incluez le service militaire obligatoire, par exemple? Bon, en fait, on en parle de plus en plus. L'idéal serait le service militaire obligatoire. Si vous permettez, on va écouter le colonel Abou Thiam de la DIRPA sur ce sujet. Oui, mais vous allez continuer. je veux apporter tout juste. En fait, moi je parle de fait. La réalité est que le budget ne peut pas prendre ça en charge. Prendre chaque année 50 à 60 000 jeunes Sénégalais, même si ce n'est pas payant, assurer leur formation pendant 3 mois à Bango, suivant ces vagues, ça nécessite des moyens. Oui, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Écoutons le colonel Abou Thiam. C'est un extrait de l'émission de El Hadj Assane Gueye Liki Penchmi. C'était l'autre jeudi. La loi la 70-23 bi nga xam ni dañ ko modifié à 2 reprises le service militaire effectivement au Sénégal il est obligatoire wante fii on vient par volontariat parce que amuñu les moyens yi nga xam ni bon de prendre tout un chacun dañu waxante dëgg tamit nous sommes un pays en développement beneen bi mooy effectif yu bëri yi tamit amuñu soxlawuñu leen pour le moment kon nag le service militaire est obligatoire pour tout citoyen sénégalais. Oui, jusque-là, nous sommes par volontariat, nous sommes par tranche de recrutement. Quel que soit Alpha, même si on est discipline militaire, nous sommes encore une fois, nous c'est les fondamentaux et le collège Diakhaté wax na les valeurs essentielles muy les fondamentaux. Nañu yar sunu ay njobot ci diiné, ñu yar leen ci jom, ñu yar leen ci ngor. Lolu dong moo tax dégg moo mën a tax encore une fois ñu ngankoo sur le développement réew ñu ngankoo li nga xam ne moom moo lépp li nga xam ne dara du ñu gàllankoor. Colonel Abou Thiam de la DIRPA, en Wolof, mais en français on résume, c'est que pour lui, le service militaire obligatoire serait une très bonne chose. Je disais tout à l'heure, il faut se donner les moyens de sa politique. Oui, il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi que d'éduquer nos enfants conformément à nos réalités culturelles et conformément aussi à nos réalités religieuses. J'ai pour habitude... En fait, ça c'est connu. Le service militaire aiderait beaucoup à ancrer au niveau de la jeunesse cette discipline militaire. Moi, j'ai pour habitude de les prendre en référence. C'est des jeunes Sénégalais qui sont en Casamance, qui portent la tenue militaire, qui défendent avec honneur, au prix de leur vie, la nation sénégalaise. Et d'habitude, les gens n'en parlent pas. Mais les premiers citoyens, l'exemple du civisme, c'est chez ces militaires-là. Donc, avoir un système qui absorbe cette jeunesse sénégalaise-là dans cette discipline-là, dans ces formations, serait l'idéal. Mais encore une fois, moi je ne me voile pas la face. C'est-à-dire, prenons les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas encore les moyens
de le faire immédiatement. Et au rythme auquel notre société évolue, on va vers le trou noir, comme on dit. Il faut des mesures. Les mesures. Mamadou, une société, même une entreprise qui veut être porteur rentable et qui veut grandir, doit avoir une réglementation. Après la réglementation, on crée des procédures. Après les procédures, on crée cette culture. Mais si déjà la réglementation fait défaut, il n'y aura pas de procédure et naturellement, il ne va pas y avoir de culture. C'est la réglementation qui pose problème. Parce que tout simplement, on pense à ce masque-là, non, il faut aller demander pardon. Vous pensez que moi, je suis diamétralement opposé à ce que les deux étudiants, naturellement, ils ont condamné les actes. Et ils disent que la place d'un étudiant, ce n'est pas en prison. C'est vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous tous, nous avons été étudiants. Mais la place d'un étudiant aussi, ce n'est pas de se laisser organiser ou manipuler pour désacraliser une institution, la seule institution à incarnation humaine. La sanction doit être exemplaire afin qu'elle serve de leçon aux autres. C'est ça. En sécurité, on vous apprend que la dissuasion, dissuader une personne à commettre des forfaitures peut constituer. Ce n'est pas pour rien que je défends pas, je ne suis pas contre d'ailleurs. C'est pas pour, regardez dans ces pays comme Singapour, en Indonésie, la drogue ne fait pas d'effet. Parce que c'est la mort. C'est très difficile de le dire. Il faut pas, pour certaines personnes, mais nous avons la responsabilité de recréer ce Sénégal avec ses valeurs, avec ses vertus, avec ces valeurs que le colonel vient de dire, le djom, le ngor. Ça sont des choses qui sont en train de disparaître. Et ce qui choque, c'est que ça ne dérange personne. Et en contrepartie, on veut y ajouter le masla. C'est inadmissible. On n'ira nulle part tant que ça ne se fera. Ceux qui fautent doivent être sanctionnés conformément à la loi. Très bien. Ni plus ni moins. Retour au public. Maître Aliou Sow, président du Conseil national de la jeunesse, et puis professeur Songué et les autres, rapidement sur ce thème du civisme, construction citoyenne, jeunesse malsaine. Merci beaucoup Mamadou. Merci Monsieur le ministre de m'avoir invité. Je pense que c'est un thème d'actualité. Et pour revenir à la question de l'université, naturellement, comme il l'a relevé, tout le monde a déploré les incidents. Nous avons tous été des étudiants. Quelque part, nous avons pris notre dose dans le mouvement estudiantin. Mais je pense que la difficulté du mouvement, la difficulté de l'espace universitaire, c'est surtout les conditions assez difficiles. C'est-à-dire il y a des conditions de vie, les conditions de vie des étudiants sont difficiles, certes, mais également on a hérité d'une culture qui place toujours l'étudiant dans une posture révolutionnaire. Les 68 arts, 88, de sorte que nous autres, en quittant le lycée, on a comme l'impression qu'une fois qu'on est à l'université, notre première attitude, c'est de nous départager de tout ce qui est respect de l'aîné, respect des institutions, et d'être dans une posture de réaction et de contestation. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont été des leaders dans le mouvement estudiantin, après ce mouvement, ils ont été portés dans l'espace politique, ils ont été les responsables de jeunesse politique, ils ont été ministres, ils ont été dans l'entourage du pouvoir. Donc, de sorte que les jeunes qui sont à l'université sont dit, le raccourci qu'on pourrait utiliser, c'est de militer, de casser, de jeter des pierres, et au bout de quelques temps, l'investissement va donner quelque chose, on sera ministre, député ou quelque part au pouvoir. Mais on a quand même vu des professeurs brûler une loi symboliquement. Voilà, donc un ministre déchirer un acte administratif et bien d'autres comportements. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de trop charger les étudiants? Même ces professeurs, ces ministres qui ont eu ces attitudes, vous revisitez leur passé, ils ont été dans le mouvement estudiantin.
et ils se sont positionnés d'une certaine manière. C'est ce que j'appelle l'effet de transposition. Si vous avez une culture syndicale, une culture de militants qui est aux antipodes, en tout cas du respect des institutions, même si vous migrez dans d'autres structures, vous transposez ces méthodes. Absolument. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui pour les jeunes Sénégalais, c'est quoi? C'est de dire que, en tout cas, on n'est plus à l'époque de la résistance. On n'est plus à l'époque de la clandestinité. On est dans une ère nouvelle, une ère de démocratie, de liberté. Moi, je suis d'accord sur un point. Lorsque le jour qu'un pouvoir bafouera les libertés ou les principes démocratiques, les étudiants, où qu'ils soient, doivent se lever comme des sentinelles pour dire non. Mais tant qu'on n'est pas à ce stade, je pense que le respect des institutions, quand même, doit aussi être assuré par les étudiants. Maintenant, ce que moi je demande, au même titre que les étudiants, je pense que le président de la République, en allant à l'université, savait qu'il n'allait pas dans une mosquée ou une église. Il savait que c'était un terrain difficile. Miné. Alors, et moi j'ai aimé cette position courageuse. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire, une fois que le président est élu, il a des sens interdits. Il n'ose pas aller à l'université, il n'ose pas aller quelque part. On doit arrêter avec cela. Ce sont les étudiants en grande partie qui ont élu le président Macky Sall. Une fois élu, on ne peut pas couper ce dialogue social qu'il doit avoir avec eux. Donc, comprenons et demandons au président de pardonner, mais tout en laissant quand même le soin à la justice de faire son travail. Derrière, Merci. professeur Songué, et puis on reviendra à vous. Voilà, je vous remercie. Nous saluons monsieur le ministre. Nous sommes un peu chez nous, n'est-ce pas, Mamoudou? Et donc, ce qu'on pourrait dire, j'ai bien écouté et entendu ce qui a été dit, mais il faudrait éviter quand même de penser que l'université pourrait cesser d'être ce qu'elle est le plus naturellement possible. Ça veut dire quoi? Il me semble évident que l'université est par nature et même dans sa vocation le réceptacle de toutes les contradictions, de toutes les croyances, de toutes les idéologies, de toutes les chapelles politiques qu'il peut y avoir dans une société. Donc ça veut dire quand on dit université égale contestation, université de plus en plus c'est des gens qui ne s'adossent plus à nos valeurs, etc. Mais on oublie, je dis, et on ne doit pas l'oublier, que l'université, quelqu'un l'a dit, est le prolongement naturel, le point de convergence naturel de toutes les contradictions de la société sénégalaise. La société sénégalaise, dans toutes ses sensibilités culturelles, politiques, idéologiques, religieuses, est représentée à l'université. Cela, c'est un. L'autre aspect maintenant, également, quand vous parlez du civisme. Moi, j'ai dit justement, quelqu'un a parlé de concept, je dis il faut un peu sortir du domaine du concept Mamoudou. Ça veut dire quoi? C'est vrai qu'il y a une valeur symbolique à faire en sorte que des enfants le matin se remettent à hisser le drapeau national, c'est bon. Ce serait même bon qu'on en vienne, même si le ministre objecte qu'il n'y a pas assez de moyens à cette formation-là par l'armée et tout. Mais je dis d'une certaine manière et de manière plus fondamentale, la citoyenneté, elle est le fait de chacun d'entre nous dans sa vie de tous les jours, dans l'orientation déjà qu'il donne au niveau de la structure familiale. Monsieur le ministre l'a dit de manière très pertinente. Ce n'est pas en décrétant que nous allons décider d'être de véritables citoyens, acteurs et porteurs du développement de leur pays que cela se fera. Ça veut dire qu'encore une fois, nous autres Sénégalais, à ce qu'il me semble, il nous manque la définition de l'homo-sénégalisme auquel on s'attend. Nous sommes en train de chanter les valeurs du civisme en disant qu'il faudrait que l'on rompe avec un certain type de comportement pour nous hisser sur la voie de développement. Mais je dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire au quotidien pour que cela se réalise? Tant que cela n'est pas pris en charge, Mamoudou, dans les programmes à l'école maternelle, dans les programmes à l'école élémentaire, dans les programmes à l'école secondaire, dans l'éducation au niveau de la structure familiale, ce ne sera que des vœux pieux, ce ne sera que des slogans, ce ne sera que des déclarations d'intention qui n'auront jamais leur pendant et leur répondant dans le domaine de la vie pratique. Ça veut dire également que très souvent, on oublie qu'il n'y a pas de meilleure morale que par l'exemple. Ça veut dire simplement, ce n'est pas pour jeter un pavé dans la mare des politiques, mais ça veut dire que très souvent, ceux qui vous parlent de citoyenneté, très souvent, M. le ministre également l'a dit, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont déjà suffisamment citoyens? Est-ce que dans leur action de tous les jours, ils donnent aux autres
aux autres le reflet et le miroir de ce que devrait être un comportement pleinement citoyen. Ça veut dire que celui qui m'invite à la citoyenneté, si d'abord dans la gestion des affaires à lui confiées par la société échoue, et montre des actes d'anticivisme qui sont porteurs d'anti-modèles et d'anti-valeurs, comment celui-là pourrait valablement m'inspirer, moi, des leçons de civisme. Ça veut dire encore une fois que l'homo sénégalais d'aujourd'hui, Mamou, c'est un être hybride. Il est déchiré, il est écartelé entre des tendances multiples. Nous parlons de citoyenneté, nous parlons de Sénégalais, mais il n'y a pas encore de Sénégalais, il n'y a pas encore de citoyens, parce que citoyenneté, ça ne se décrète pas, c'est le processus, c'est l'aboutissement de toute une échelle de formation et de reformation sans cesse. Et vous, vous êtes formateur, vous êtes éducateur, parce que vous êtes professeur. Oui. Au lycée Limamoulaye, qui a la réputation d'être un lycée d'excellence. Est-ce que les valeurs sont inculquées, ces valeurs dont vous parlez, sont inculquées à vos élèves? Concrètement, comment ça se passe? Comment ça se passe, Mamoudou, c'est dans la vie de tous les jours. Vous m'avez entendu déjà dire, taquiner cette anecdote-là d'un stagiaire qui vient de l'école normale et qui se met, excusez-moi, comme ils disent, en check-down, je crois. Je lui dis, jeune homme, tu oublies que même ta chemise, elle enseigne. Ça veut dire qu'enseigner, ce n'est pas seulement transmettre du savoir, c'est d'abord transmettre un certain nombre de valeurs. Mais il faut signaler ce que j'ai dit tout à l'heure. Le professeur à l'école, le maître coranique au niveau du Dara, quels que soient ses efforts qu'il fait, mais s'il n'y a pas de cohésion entre sa pratique à lui et la pratique déjà effectuée au niveau de la structure familiale de base, mais il est très clair que ça ne peut pas marcher. Parce que l'école sénégalaise n'est pas coupée du reste de la société. L'école, encore une fois, elle est le creuset. Elle a une mission de formation, mais encore qu'il faudrait qu'il y ait une continuité dans le processus éducationnel entre ce qui se fait à l'école et déjà ce qui est en train de se faire au niveau de la famille. Ça veut dire que c'est tout l'environnement qu'il faut refaire. C'est le Sénégalais qu'il faut refaire. Mais attention, Mamoudou, j'ai dit encore une fois, nous ne savons pas exactement quel est le Sénégalais que nous voulons faire pour qu'il puisse être apte à porter nos valeurs et notre perspective de développement. Très bien, on vous retourne la parole, monsieur le ministre. Ne vous en faites pas, hein, les étudiants, vous aurez l'occasion de répliquer. Je salue la présence de mon confrère Ibrahim Ndim du journal La Tribune. Mohamed, excusez-moi, du journal La Tribune et du groupe des médias. Monsieur le ministre, professeur, maître Aliou Sow, d'abord la problématique sur l'université. Une université qui doit un peu évoluer, l'étudiant ne doit plus être ce contestataire né, mais professeur qui dit il faut aussi reconnaître à l'université son rôle naturel. Qu'est-ce que vous en pensez, ce débat-là? Oui, merci Mahmoud. Tout juste, peut-être revenir un tout petit peu sur ce que le professeur a dit, et de même que Maître Aliou Sow. Tout juste une parenthèse, c'est-à-dire on n'a pas besoin de parler de manière parabolique pour aborder le problème, cette crise des valeurs-là. Parlons de manière affine. C'est-à-dire nous sommes arrivés à un stade où même nos valeurs culturelles, c'est-à-dire c'est parce que ça se fait en français qu'on parle de valeurs civiques ou de valeurs républicaines. Mais ces valeurs-là existaient bien avant, au Sénégal, avant que la République même n'arrive. En principe, c'est des valeurs qui existent dans nos gènes. Le ngor. Oui, mais... Attendez, le ngor, le djom, le foule, goré. Ça, ce n'est rien d'autre que la transcription de ces valeurs. Ça existe surtout dans nos discours. C'est pourquoi le professeur dit il faut une morale par l'exemple. Non, mais la morale par l'exemple, c'est que tous les jours, nous le vivons. Mais ça ne dérange personne. J'ai eu à le dire. Mamoudou, nous sommes arrivés à un stade où, c'est-à-dire, même la petite fille, excusez-moi, la petite fille qui a 15 ans, conformément à nos valeurs culturelles que nous avons, a honte de dire qu'elle est vierge, c'est une malédiction. Oui, c'est vrai, les temps ont changé. Les temps n'ont pas changé. Ah si. Non. Où les gens ont changé. Tout à l'heure, en tout cas, quelque chose a changé. Oui, on a voulu défendre la liberté tout en sachant que nous ne sommes, tout en omettant que nous ne défendons pas la liberté, mais nous défendons le libertinage. C'est-à-dire, si nous ancrons sur ces valeurs culturelles sénégalaises, à savoir un jeune, on le disait, on le chantait, nos mères le disaient, moi, ma tante qui vient, n'arrêtez pas de me dire « Boumouruslo », Tissitebi. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne pouvait pas penser le faire. Pas parce qu'il y avait la loi derrière, mais parce que votre mère qui est à la maison, ou votre père qui est à la maison, va vous dire que vous avez amené l'abomination. Maintenant, tout un chacun est libre, ce qu'il veut et ça ne dérange personne. Je pense que
je demanderai aux gens de visiter dans ces domaines-là. Nous n'avons pas attendu le français, la République pour avoir ces valeurs-là. Le type de Sénégalais que nous voulons, c'est le type de Sénégalais qui est ancré dans ces valeurs-là. Mais de ce point de vue, on est quand même d'accord. Personne ne dit que nous n'avons pas de valeurs. En ce qui concerne... On a dit qu'il faut prêcher par l'exemple. Oui. Pas seulement dire... Parce qu'il y a des ministres aussi qui ont un comportement qui est condamnable, qui est déplorable. Oui, il faut aller jusqu'au bout peut-être des choses, non? En fait, moi, en tout cas, moi, conformément à l'éducation que j'ai reçue, je ne peux pas prôner quelque chose que je ne m'impose pas. Ma conception des choses me dit, et le président y compris, pour l'avoir fréquenté et connu bien avant ces situations-là. Combien de fois est-ce qu'on est venu lui dire on veut faire telle chose, il me dit c'est pas notre combat parce que c'est pas conforme à nos croyances. Donc, s'il y a d'autres ministres qui sont dans ces rubriques-là, ils ont tort. On ne peut pas demander à des gens d'appliquer la loi et de ne pas la vivre. Ce n'est pas de l'éducation. Bon, ça, c'était l'entre-parenthèse que je voulais, les étudiants impatients des projets que nous avons. Oui, on va en parler justement. Oui. Ce sont les sujets qui vont suivre. Oui, j'éclaire ma position. De l'emploi et autres. Moi, je ne parle pas, tout à l'heure, je n'ai pas parlé en termes d'étudiants, je parle en termes de Sénégalais. Pour ma conception de l'université est que c'est un passage qui n'est pas obligatoire pour un Sénégalais de réussir, mais qui est volontaire. C'est le choix est arbitraire. On peut décider d'y aller. Mais c'est supposé regrouper la crème sénégalaise. Et que un jeune conscient devrait y passer le moins de temps. C'est un passage. Et tel que Aliou a eu à le dire, nous tous, nous avons eu à participer dans ces mouvements estudiantins. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire, en 1997, je faisais partie avec Maïssa Touré, Abdou Aziz Diop, Alioune Sow, à défendre la demi-bourse. Parce que lorsqu'on le faisait, on se taquinait même en disant qu'on va inscrire nos noms dans l'histoire parce que la demi-bourse, c'est nous qui l'avons négociée. Autant c'était le directeur des bourses, c'était, j'oublie, et c'était Goumbala, et le directeur du COUD, c'était Sada Ndiaye. Donc, nous tous, nous avons notre vécu. Mais, encore une fois, je suis convaincu qu'il faut une réglementation, pas spécifique aux étudiants, spécifique à l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est ça aussi une justice équitable. Mais on ne peut pas se réfugier sur après des forfaitures, sur que ce sont des étudiants, leur place. Non. Quelqu'un qui viole la loi, fût-il un ministre de la République, on doit lui appliquer la loi. C'est comme ça qu'on doit... C'est comme ça. On vous a bien entendu. Oui, oui, Mamoudou. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Non, non. C'est-à-dire, en fait... Si je donne la 10, on dira que c'est un religieux. Mais Socrate disait, je ne ferai pas appel parce que je fais partie des gens qui ont voté cette loi. À titre d'exemple, nous avons l'obligation d'imprimer cette rigueur-là dans notre réglementation pour changer de direction. Ça fera mal, il faut l'assumer. Ça sera impopulaire, il faut l'assumer. Quand un ministre renvoie des magistrats de manière malpropre, non. En tenant des propos discourtois, non. Que ça doit être sanctionné. Non, Mamoudou, moi j'ai arrêté de prendre position sur des positions de presse ou des rumeurs. Parce que récemment, tout à l'heure, on a débuté par ça, on dit que j'ai été mon convoi a été caillassé, or que moi, personnellement, je sais. On ne parle pas de rumeurs, on parle de faits. C'est des magistrats qui ont accusé un ministre. Le ministre a dit que ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas encore d'éléments. Moi, je ne juge pas sur des paramètres variables. Une bonne analyse est basée sur des paramètres fixes. Oui, et l'État doit être en mesure de savoir ce qui s'est exactement passé. Absolument. On est bien d'accord. Absolument. Très bien. Absolument. Okay. S'il ne s'est rien passé, c'est parce que l'État a jugé qu'il ne s'est absolument rien passé. Très bien. Doit-on se limiter au seul jet de pierre de la jeunesse, que celui qui n'a jamais jeté de pierre parmi nous lève la main? Je ne sais pas s'il y en a un qui va la lever. Une provocation certes, mais qui n'en pose pas moins le drame des jeunes Sénégalais frappés de plein fouet par le chômage. Les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus affectés et ce sont eux
le plus souvent les jeteurs de pierres. L'actuel régime se prévaut d'un nombre important d'emplois créés en 3 ans. Toutefois, le nombre de demandeurs d'emploi par an reste toujours élevé. Un économiste préconise des solutions. Un document d'Aminata Mbaresso avec Modou Diop pour les images. La politique de l'emploi, une problématique difficile à résoudre pour nos gouvernants. Dans la dernière enquête de suivi de la pauvreté réalisée en 2011, les demandeurs d'emploi étaient estimés à plus de 450 000 pour un total de 4 millions d'actifs. Ça représente 10,2% de chômage. Donc sur environ 4 400 000 travailleurs, en tout cas la main-d'œuvre disponible, c'est environ 440 000 qui sont effectivement des chômeurs d'après l'enquête de suivi de la pauvreté de 2011. Selon les statistiques du travail et des études, 135 000 contrats de travail ont été enregistrés de 2012 à 2015, des contrats de travail notés pour la plupart dans le secteur moderne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie crée beaucoup plus que ça, parce que les contrats de travail qui sont enregistrés, c'est dans le secteur moderne. Et là-dedans, il y a une partie de l'emploi créée par le secteur privé moderne, mais nous savons que l'emploi se crée surtout dans l'économie rurale. Pourtant, l'économie rurale concentre le maximum de jeunes, un fait qui peut expliquer en partie le taux élevé de jeunes diplômés, toujours à la recherche d'emploi dans le secteur moderne. Les jeunes qui ne travaillent pas, c'est 12,7%. Mais ce taux est quand même plus élevé suivant les catégories. Quand vous prenez les jeunes diplômés, ils ont tendance à avoir un taux de chômage beaucoup plus élevé que celui des jeunes non diplômés. Le taux de chômage des diplômés dépasse les 25%. Donc les diplômés de l'enseignement supérieur, je veux dire. Donc, si on se réfère à nos chiffres, donc la dernière enquête de suivi de la pauvreté de 2011, le taux de chômage des jeunes, d'une manière globale, 15-35 ans, c'est 12,7%. 12,7%. Je vous renvoie au discours des premiers ministres et du président de la République lui-même, arguant qu'effectivement, le chômage ne peut être résorbé qu'à travers une croissance. D'où d'ailleurs le combat du PSE à se mettre une forte croissance. Mais il faut remarquer que quand même, la croissance que nous avons ne peut pas avoir d'effet d'entraînement sur l'emploi des jeunes au Sénégal. Parce qu'en fait, c'est une croissance qui est faite avec des grosses pointures qui ont atteint leur apogée, des sociétés qui ont fini de se structurer et qui ne recrutent plus. Pour ce professeur, les autorités devraient plutôt se tourner vers les petites et moyennes entreprises, l'agrobusiness, entre autres, pour résorber le problème de l'emploi. Finalement, ce qui devait porter la croissance, qui serait la bonne croissance, ce serait peut-être nos secteurs, l'agriculture, la pêche, le tourisme en décadence, et les petites industries alimentaires, l'agrobusiness. Voilà des segments qu'on devait bonifier, l'artisanat, qui ferait que quand même, quand ces petites entreprises deviendront grandes, elles seront obligées effectivement de recruter des jeunes. Des initiatives sont prises pour booster la politique de l'emploi des jeunes, des programmes qui diffèrent d'un régime à un autre. On parlait de 500 000 emplois sur 7 ans, à partir de 2012, donc 2012-2019. Cet objectif a été revu donc à la baisse en passant à 300 000 donc sur 5 ans, 2012-2017. Mais nous savons qu'aujourd'hui, quand vous prenez rien que le PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, son objectif de création d'emplois est déjà de 300 000. À cela, si vous ajoutez un peu l'ANPEJ qui a été créé et qui est la fusion de 4 agences qui s'occupaient d'emploi, le FNPJ, l'ANEJ, l'ANAMA et l'AGEP, il a un objectif de création de plus de 50 000 emplois. Je dis que c'est une bonne initiative si seulement c'est bien porté. Je n'ai pas les résultats,
je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qu'ils sont en train de faire, mais je sais que c'est passé comme ça avec Wade. On avait mis 10 milliards pour rien. Diouf l'avait initié. Est-ce que c'est une bonne politique? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être changer de cap? Cet économiste prône une meilleure politique d'encadrement, gage d'une réussite pour une résolution de la question de l'emploi. Nous ne quittons pas cette question de l'emploi. Dans le sujet que vous allez regarder maintenant, nous avons donné la parole aux différents acteurs et c'est un sujet de Ibou Diouf avec Mbaye Diouf. Donc c'est 1 911. 911. Donc ça c'est des chiffres de 2013. Les chiffres sont alarmants. De quoi inquiéter ces étudiants bientôt demandeurs d'emploi? Ça nous a fait peur parce qu'actuellement, vu que le taux de chômage est tellement haussé, donc cela ne nous arrange pas. Nous sommes des jeunes qui tendent vers la réussite. Donc si nous voyons que le taux de chômage est tellement haussé, cela nous fait tellement peur. Le chômage figure en premier plan dans les politiques de l'État. Il faut juste ne pas avoir exercé d'activité économique, être disponible pour en exercer et faire des recherches. C'est ça un chômeur. Nous sommes partis de constats qui font que les jeunes manquent souvent de qualifications pour prétendre à un emploi. L'agence fait des efforts pour essayer de relever le niveau de compétence de ces jeunes-là afin de pouvoir faciliter leur insertion professionnelle. Les régimes passent et les acteurs qui ont en charge la question se succèdent, mais l'emploi demeure un casse-tête pour les gouvernants. Le problème qui se pose à tous les gouvernements du monde. Vous allez en Grèce, le taux de chômage est autour de 27%. En Espagne, dans les 25%, en Italie, 15%, en France, 10%. S'ils n'ont pas compris comment fonctionne, disons, le marché du travail ou en tout cas les relations d'emploi, c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir avoir les bonnes politiques. Il y a ce problème-là statistique, il y a aussi le problème conceptuel. Bon, on a l'habitude de dire que le secteur privé est au cœur du développement. Mais au-delà de ces slogans, je pense que cela devrait se matérialiser par des actes concrets. Et il appartient, je pense, à l'État, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Le chômage est parfois structurel, situation due à l'inadéquation qualitative entre l'offre et la demande de travail. L'État, avec ses partenaires, cherche la solution. Ce qu'il faudrait, c'est transformer nos modes de production et de consommation. Parce que ce qui se passe dans nos pays, c'est que nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Quand on parle d'emploi, c'est le secteur privé, c'est les entreprises qui emploient. Mais encore faudrait-il qu'elles puissent le faire. Comme autre alternative face au chômage, l'État rationalise ses forces, surtout avec la diminution de ses différentes agences. Il faut le reconnaître, les jeunes demandeurs d'emploi se perdent souvent devant la multiplicité des acteurs. Et je pense que cette décision du président de la République qui vise à rationaliser la gouvernance de l'emploi des jeunes par la suppression de 4 agences pour mettre à la place une structure est quelque chose à saluer. La question reste complexe. Acteurs et demandeurs d'emploi sont tous édifiés. Ce que nous demandons à l'État de faire, donc adopter des plans, des stratégies qui pourront permettre à la jeunesse d'être plus confiants, qu'ils seront dès la reçue de leur diplôme, ils auront des emplois. Pour en revenir encore une fois à ces recommandations issues du Forum sur l'emploi, aujourd'hui, 1 an après la tenue de ces importantes assises, nous sommes au regret de constater, pour le déplorer malheureusement, que rien n'a été fait. C'est comme qui dirait qu'avec la question de l'employabilité, l'État a du grain à moudre, surtout quand on parle d'une ancienne promesse électorale. Très rapidement, Monsieur le ministre, 135 000 emplois officiellement en 3 ans de pouvoir du président Macky Sall sur 500 000 emplois promis par le candidat qu'il était. Les mains restent toujours, je pense, levées à la demande d'un certain Abdoulaye Wade, opposant à l'époque, devenu président entre-temps. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous rectifie d'abord. 135 000, c'était 2 ans. Récemment, avec 2 ans, 6 mois, le ministre du Travail a communiqué 145 700. Récemment, avant, 10 000 de plus. Hein? Ouais, récemment, avant la tournée. Tous ces chiffres-là, vraiment, sont vérifiables. Ça va s'expliquer, hein? on peut l'expliquer. Ouais. Et on pourra vous expliquer aussi qu'on critique beaucoup l'État, mais qu'en réalité, il faudrait que
les jeunes se posent la question, j'en arrive. À ce jour, actuellement, pour ne pas me tromper, on est aux environs de 161 000 et moins, et 160 000. Pour l'exercice... Ça augmente chaque jour. Non, pour l'exercice... Décidément. Non, vous savez, ça n'augmente pas. Vous savez que pour qu'un contrat de travail, fût-il un temporaire, puisse être légal, doit être enregistré à la direction de l'emploi et à l'inspection du travail. Donc, c'est des chiffres qui existent avec des numéros, des coordonnées, des entreprises. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte aussi l'emploi informel. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai vu l'agent de la direction d'emploi parler du PRODAC et des autres projets. Le statut du travailleur agricole n'existait pas dans la législation sénégalaise. Elle vient d'être régularisée avec un décret et avec une loi, avec le décret d'application de la loi. Donc, ces travailleurs agricoles-là n'ont pas été recensés, n'ont pas été comptabilisés dans les chiffres que nous donnons. Je m'explique. Mamoudou, c'est-à-dire au Sénégal, pour dire vrai, 42% des jeunes ne sont pas qualifiés. Je l'explique. L'étudiant qui est là, je ne sais pas, Ndem, vous êtes étudiant en quoi? En géographie. Après votre maîtrise en géographie, vous n'avez pas de qualification. Non, je suis désolé. Non, je dis après votre maîtrise, vous n'êtes pas qualifié. Non. En fait, vous ne pouvez pas décréter comme ça. Non. En fait, après, on lui donnera la parole. Il va s'expliquer quand même, se défendre. Et ce n'est pas de sa faute. Hein. C'est-à-dire, le système éducatif sénégalais, de l'élémentaire à l'université, on a une maîtrise en géographie, en anglais, en mathématiques, en physique. Ces maîtrises-là, en réalité, on les considère comme diplômés, mais si on se limite à ces maîtrises-là, on n'a pas de qualification si ce n'est pas la capacité d'aller enseigner. Nécessairement, pour être qualifié, il faut faire un Master 2. Je précise, même pour enseigner, vous n'êtes pas encore qualifié. Voilà. Non, bon, d'habitude, ils vont dans les écoles privées, bon, peut-être l'enseignement élémentaire. Oui, le micro. Oui, donc la précision... Malheureusement, l'État même les met dans les écoles publiques, même s'ils n'ont aucune qualification. Donc, la précision est de taille. Donc, même s'ils ont la maîtrise, ils n'ont pas encore cette qualification. Ça, c'est le système éducatif du Sénégal. D'où la pertinence du projet du président de la République de réformer l'enseignement. C'est-à-dire, le problème de chômage au Sénégal, il faut le comprendre comme suit. Le président élu fait face à une situation. Immédiatement, 42% des jeunes n'ont pas de qualification et demandent de l'emploi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne va pas tenir sa promesse et on va même de 500 000 emplois. On va dépasser. 500 000 emplois? Oui, 500 000 emplois sur 7 ans. Donc même tout à l'heure... Sur 7 ans, bon, oui, 5 ans quand même. Sur 5 ans, il a dit 300 000, mais on va dépasser ces 300 000. Ah bon? Je peux l'expliquer. C'est-à-dire, comprenons une chose. On fait face à une situation actuellement où 42% des jeunes qui demandent de l'emploi n'ont pas de qualification. Tout à l'heure, il a eu à dire que les diplômés sont confrontés à un chômage et le pourcentage est de l'ordre de 25%. La vérité est que au Sénégal, les écoles de formation, je le dis, on me critique en me disant que non, il ne faut pas... Mais c'est ça la réalité. L'ensemble de nos jeunes sont formés en banque finance, en management, en marketing, en communication. Des filières totalement saturées. Des ingénieurs en aviation civile, on en cherche. Le PRODAC, depuis 6 mois, cherche un ingénieur en agronomie ou des techniciens en agronomie. L'ensemble des étudiants qui sortent de l'université de Ziguinchor sont recrutés par le PRODAC. D'où la création de 34 nouveaux BTS. Mais les gens n'en parlent pas. 34 nouveaux BTS ont été créés avec le ministre de la Formation professionnelle. 17 lycées techniques dans le PSE. 4 sont en cours de réalisation. C'est pour retenir ces jeunes Sénégalais-là qui ne passent pas entre le brevet et le baccalauréat. Il y a de l'élémentaire à l'université, il y a à peu près 300 000 jeunes Sénégalais qui sont retenus. Je termine. Oui, on va prendre des questions. Oui. En créant les 17 lycées techniques et les 34 nouveaux BTS, ça, ce sont des mesures pour le moyen terme. En réformant l'enseignement supérieur, pour que la formation soit en phase avec le marché de l'emploi, ça c'est pour régler les problèmes définitivement. Pour nos autres jeunes
qui n'ont pas de qualification ou qui n'ont pas été à l'école, l'agriculture et les financements et les programmes ont été mis à leur disposition. Et ça, les gens ont décidé de le soustraire de la réalité. Vous êtes en train de le dire? Non. Ils sont, Mamoudou, on parle de chômage aujourd'hui à Guédiawaye, on parle de chômage à Pikine, c'est vrai, ça existe, mais ce que les gens ne disent pas, à Pikine, il y a 600 millions qui sont logés là-bas, dédiés exclusivement aux jeunes et aux femmes porteurs de projets. Très bien. Ça fait 6 mois et personne ne le prend. Je continue. À Guédiawaye, avec le taux de chômage dont on parle, il y a 600 millions qui sont logés là-bas, dédiés exclusivement aux jeunes et aux femmes porteurs de projets. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que nous n'acceptons pas, c'est qu'un jeune puisse dire à la télé et dans un reportage que j'ai un projet. En réalité, lorsque vous leur posez la question, ils vous disent, c'est vrai, j'ai un projet. Mais le projet, si vous vérifiez, le projet n'existe que dans sa tête. Ou bien ça a été rédigé par l'étudiant qui est dans le quartier ou par un non professionnel. Il faut les aider à faire leur projet. Très bien. Je donne la parole au public, c'est ça le but du jeu aussi. Bon, Mohamed Ndim. Non, c'est pour lui éviter sa prochaine question. Il me dit ça a été logé ou c'est le papège. Ndem, rapidement. Mais on pose directement les questions. J'anticipe sur sa question pour te donner la possibilité. Laissez-le intervenir, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Désolé, monsieur le ministre, mais je m'inscris en faux par rapport à cette déclaration. Parce qu'on ne peut pas loger 600 millions à Pikine, à Guédiawaye depuis 6 mois, alors qu'aucun jeune n'a un projet pour pouvoir en bénéficier de cet argent. Vraiment, ça, je ne crois pas personnellement. L'autre question que je voudrais revenir, vous avez promis 100 000 emplois par an. Vous avez parlé de plus de 145 000 emplois créés. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, le premier recrutement de la fonction publique, après vous allez détailler, c'est important. Il y avait presque plus de 100 000 Sénégalais qui ont déposé le dossier. On avait recruté environ 5 000, y compris les policiers et les militaires. Il y avait 5 000 et quelques. Le mois passé, la fonction publique a fait sortir une liste qui tournait autour de 733 jeunes recrutés sénégalais. 733. Sur ces 733, il y a 93 de la hiérarchie A. Moi, personnellement, j'ai dénombré 83 jeunes que j'identifie, que je connais, et qui sont tous soit des étudiants du maire, soit des jeunes de la COJER. Je les connais individuellement. Les 83, je vous sortez la liste, c'est les 733. Ça dit que même s'il faut recruter le peu de places disponibles quand même, il faut donner la chance égale à tous les Sénégalais, à tous les citoyens. C'est des recrutements politiques. Que le recrutement ne soit pas un recrutement politique, très bien. Ça c'est une chose que je voudrais préciser. Sur ce qu'ils appellent les 450 000 jeunes recrutés, vous savez, c'est comment ça se passe? Parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent avec le FONGIP. Vous venez vous déposer un projet. D'abord, on vous demande, pour ce projet, il faut vous allez employer combien de jeunes? Vous dites, je vais employer 200 jeunes. Ouais. Automatiquement, ils comptabilisent ces jeunes, qu'ils l'envoient au ministère de la Jeunesse, ou je ne sais pas, au ministère du Travail, qu'on les comptabilise, alors que ce projet n'est même pas financier. C'est ça la vérité. Ça dit que vous déposez le projet. Très bien. On réceptionne le projet, on comptabilise les jeunes, le nombre de personnes qu'on vous a demandé qui tournent autour de 200 ou 300 jeunes employés. Ils comptabilisent ça comme des jeunes qui ont donné de l'emploi, alors que le projet même ne sera même pas financé. Vous contestez les chiffres du ministre. Est-ce que vous êtes employable une fois le diplôme en poche? Parce que le ministre moi, je fais un master professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas un master classique. C'est clair. Je suis employable. Oui, il y en a Aliou Sow, rapidement, mais de géographie, des gens qui peuvent travailler juste après le diplôme. Oui, Aliou Sow, rapidement. Mais vraiment, chacun une question. Parce que, non, voilà. moi je... Ou une contribution. Une contribution. Oui. Moi, pour reprendre le ministre, c'est vrai qu'il y a un problème de qualification. Parce que la diplomation diffère de la qualification. Absolument. Et si les jeunes Sénégalais veulent régler la question de l'emploi, il faut une révolution. Et je le disais au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, j'ai dit, je rêve un jour qu'à l'ouverture des classes, qu'on ait plus de lycées techniques que de lycées d'enseignement général. Absolument. Et les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ils aiment le football, ils adorent le football. Mais est-ce qu'ils savent construire un stade? On a toujours recours à des Chinois ou des Coréens pour nous construire nos stades. Il nous faut révolutionner l'approche en faisant la promotion du know-how, comme disent les anglophones, le savoir-faire, le métier. Il faut une génération de métiers pour bâtir le Sénégal. Et sinon, non une histoire de diplôme, quoi. Non, pas de diplôme, voilà. De métier. Derrière, et puis je finirai par mon confrère, qui aura
donc ce privilège. Mohamed, toutes mes excuses. Oui. Bonsoir, M. Khan. Bonsoir, M. le ministre. Bon, rapidement. Moi, je voudrais juste poser une question à M. le ministre, à savoir l'emploi des jeunes. Oui. Bon, parce qu'on a constaté que, bon, comme notre ami Ndiem l'a dit, bon, parfois, dans les recrutements au niveau de la fonction publique, bon, parfois aussi, il y a aussi le recrutement au niveau du secteur informel qui, le ministre et ses collaborateurs tentent véritablement de booster pour garantir l'emploi des jeunes aussi. Bon, mais la promotion de la médiocrité aussi, bon, parfois ça existe aussi, quoi, parce qu'on voit des gens, peut-être qui ne sont pas du tout qualifiés, qui ne sont pas du tout aussi à la hauteur de leur tâche, du tâche qui leur est confié, bon, qui véritablement exercent des fonctions, parfois même ils font des dérives. Bon, parce que tout ça, simplement, c'est des politiques ou quelque chose comme ça. Mais véritablement, nous félicitons M. le ministre. Bon, ce n'est pas pour le jeter des fleurs, mais pour le programme des domaines agricoles communautaires, par exemple, bon, c'est une véritable révolution que le ministère de la Jeunesse a fait, bon, pour ne serait-ce que donner un exemple à travers l'agriculture, pour donner les jeunes à s'employer directement. Très bien, merci. Professeur, c'est bon? Oui, Zalé, oui. Mais Zalé, vraiment une question, pas plus. Hein? C'est juste une petite contribution. Oui. Par rapport, personnellement, oui. Au primaire, j'étais dans ce qu'on appelle une école pilote. Ouais. Une école pilote. Et on a constaté depuis lors que les écoles pilotes ont tendance à disparaître. Il faudrait vraiment, comme l'a évoqué le Dr Sow, il faudrait qu'on donne la possibilité aux élèves et aux étudiants d'avoir une formation qui leur permettra de créer leur propre emploi. Je pense que c'est là où l'État devrait miser. Mettre les conditions pour l'auto-emploi. Je pense que l'État ne peut pas prendre en charge toutes les questions relatives à l'emploi. Moi, Mendy, maintenant, journaliste au journal La Tribune. Merci, bonsoir à toutes les personnes ici présentes et aux téléspectateurs. Les questions d'emploi ont été largement évoquées ici et je pense que le ministre a des éclairages à apporter à ce propos. Moi, je vous interpelle en tant que ministre de la construction citoyenne. Le professeur Songué tout à l'heure disait ne pas vouloir jeter de pierres, de pavés dans la mare des hommes politiques. Ben, certaines personnes l'ont constaté en termes d'accessibilité, d'accès au financement. Il y a des problèmes, il y a le fonds FONSIS, le fonds GIP, la BNDE. Mais effectivement, on constate que les procédures, qu'en termes de procédures, il est difficile vraiment d'avoir accès à ces financements-là sans pour autant être plus ou moins proche de certaines personnes. Donc c'est déjà problématique de ce point de vue-là, donc c'est plus une contribution. Le fameux bras long, quoi. Justement, le fameux bras long, c'est un constat et c'est un fait, c'est de manière factuelle, pour parler de manière factuelle. Au-delà de cette question, on voit aussi que la politique est devenue un tremplin, malheureusement, pour s'enrichir. C'est un raccourci. C'est malheureux de le constater. Et on voit que les hommes politiques, on voit effectivement que, par exemple, en termes de mobilisation, il y a des personnes qui sont transportées sur les lieux de meeting juste pour applaudir, qui ne sont pas fondamentalement impliquées par rapport à ces questions-là. On voit également dans le discours politique même, en parlant de leadership et d'éthique, on voit que les hommes politiques, justement, sont à la dérive. Pas tous, mais de nombreux d'entre eux, parce que aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition, on voit que les questions de développement sont souvent reléguées à l'arrière-plan. Tout ce qui compte, c'est dans l'opposition, c'est de tirer sur le pouvoir, et dans le pouvoir, malheureusement, c'est de défendre, quel que soit Alpha, des fois sans objectivité, les réalisations du président de la République. Et cela le dessert dans une certaine mesure. Donc c'est une contribution, et voilà, si vous avez des éclairages à apporter à ce propos, vous avez la parole. Merci. Monsieur le ministre, vous n'avez que 2 minutes, sinon le réalisateur nous coupe. Oui, merci. Bon, Ndem d'abord conteste vos chiffres. Il parle de recrutement clientéliste également. Merci Mamadou. Bon, en fait, je ne pourrais pas répondre directement à cette interpellation de la fonction publique. Parce que quand même, j'avoue que depuis que les listes ont été mises en ligne, je n'ai pas eu le temps de voir ou de demander au ministre de la fonction publique. Ça ne dépend pas de moi. Mais ce que je peux dire ici, et qui est véridique, et qui est vrai, vérifiable à partir de demain, ou à partir de la diffusion, ou pour n'importe quel Sénégalais. Je dis, ça fait 8 mois, ce n'est pas 6 mois, 8 mois, qu'à Pékin, que le PAPEJ a mis à la disposition des jeunes 600 millions. On n'est pas à 150 millions actuellement. Ça fait 8 mois
que le PAPEJ, le programme d'appui des projets, le programme d'appui aux jeunes et aux femmes, a mis à disposition de Guédiawaye, des jeunes du département de Guédiawaye et des femmes, 600 millions. Pour Ngor, c'est 200 millions. Pour Grand Médine. Dans la zone sud, les mannes sont plus importantes et sont d'ordre à 900 000 pour la région de Casamance, Kolda. Je viens de ces tournées-là. Pour ceux qui disent que les projets ne sont pas financés, c'est pour éviter, parce qu'il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience. C'est pour éviter ce qui se passait au FONGIP, au FNPJ et ces autres, où quelqu'un a eu à le dire, où des dizaines de milliards ont eu à disparaître entre des gens qui sont là, où l'attribution ne se faisait que sur la base de l'affection ou de l'appartenance. Le retour d'expérience a permis au président de la République de fusionner d'abord ces entités pour créer l'ANPEJ. Le retour d'expérience a imposé à des programmes tels que le PAPEJ, où c'est la vision du président de la République qui est parti à la base chercher 17 milliards, dédiés exclusivement aux jeunes et aux femmes, qu'on ne demande plus de garantie. On ne demande plus de garantie, mais on demande des projets bancables. On ne demande pas l'alignement d'idées. Encore que l'État ne peut pas être irréprochable en disant que je mets des fonds, mais personne ne vient prendre et puis vous vous en lavez les mains. Non, on s'en lave pas les mains. Votre devoir, c'est de former les jeunes, de les aider à faire des projets. Mamoudou, nous avons même recruté des ingénieurs. L'ANPEJ a recruté des ingénieurs financiers mis à la disposition des jeunes pour les jeunes qui ne sont pas illettrés. Encore une fois, je vous dis, pour les 42% qui n'ont pas de qualification, le président de la République a mis à leur disposition les domaines agricoles qui ont fini quand même de convaincre les gens. On voit des milliers de jeunes Sénégalais travailler à ces femmes. Même conteste vos chiffres, vous parlez de 450 000. Oui, mais je pense que Ndem, il ne faut pas être apprenti de vos aînés, experts en tout. Et puis d'habitude, ne parlez pas de rumeurs. Mais aussi, il faut tenir un langage de vérité aux Sénégalais aussi. Oui, le langage de vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire un jeune qui est à Guédiawaye, qui n'a pas fait les mêmes efforts. Parce que à Pikine, il y a 593 jeunes qui ont déposé. Moi, je viens d'hier de Bouna, à Ziguinchor, où les 3 maires sont du PDS. Ils me disent, à Bouna, les 3 maires sont du PDS. Ils me disent, monsieur le ministre, 123 de nos jeunes ont déposé. C'est nous qui dirigeons la sélection. Je lui ai demandé, et c'était en public, ça a été enregistré. La première chose qu'il m'a dit, c'est que, mais on n'a jamais cru que ça pouvait être aussi transparent. Je lui dis, mais pourquoi? Parce que les critères d'attribution, c'est la bancabilité et le fait que le projet soit porteur. On ne financera pas sur la base de l'affection. Ça, le président l'a dit. On ne financera pas sur la base de l'appartenance ou de tendance. Ça ne se fait pas. Maintenant, que les jeunes trouvent que non, nous, on attend des subventions. On ne donne pas de subventions. On prête de l'argent à ceux qui veulent entreprendre. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne verrez jamais un Sénégalais qui a un projet bancable ne pas être financé. Très bien. Je lance ce défi à nos téléspectateurs. Et les chiffres que j'ai avancés, vérifiez au niveau des CEDEPS. C'est-à-dire, avant de critiquer, prenez la mesure de vous informer. Non, Ndem, je te donne ce programme. Prenez le micro, c'est le PAPEJ. C'est le PAPEJ. Si vous avez remarqué, ça fait 1 an et demi que nous faisons le tour du Sénégal pour dire que il y a de l'argent, les 17 milliards de la BAD sont disponibles. Maintenant, si les gens pensent qu'ils vont venir, c'est parce qu'ils connaissent Mambéignan ou ils sont amis à son oncle, qu'on va faire des chèques comme ça se passait auparavant au FNPJ. Ça se passe actuellement comme ça dans la région de Diourbel. Moi, je vous dis, le FONGIP, les étudiants de la FASEC qui sont là-bas, c'est eux qui gèrent le projet. Ce sont les députés qui viennent avec leur liste, avec leur projet et qu'on les finance. Vous savez, moi si j'étais, le FONGIP ne dépend pas de moi,
Mais si le FONGIP dépendait de moi, je lui demanderais de vous traduire en justice. Parce que le FONGIP n'a pas encore commencé à financer, n'a pas commencé de financement à Diourbel. Vous allez vous trompez. Vous allez demander à ce qu'un jeune soit traduit en justice. Ah oui. Alors qu'il est en formation et il veut de l'emploi. Non, Mamoudou, mais en fait, défendre une position et ne pas le baser. C'est que actuellement, il parle à la télé, il parle à des milliers de Sénégalais. Et ce qu'il est en train de faire est de la diffamation. Parce qu'il dit que le FONGIP a commencé à financer. Non, je n'avance pas des choses que je ne maîtrise pas. Moi, je vous dis que le FONGIP n'a pas encore financé à Diourbel. Ça a commencé depuis 2 ans à Diourbel. Et c'est la fin de cette émission. C'est vraiment la fin. Merci. Merci Mamoudou. Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Constitution citoyenne. Merci, cher public. À la réalisation, Tonton Mac. Bonsoir. Rendez-vous le mois prochain. Entre-temps, je suis El Hadj. Voilà. Merci. À très bientôt. Bonsoir. Vous allez à la Mecque.